c'est Patrick Cohen. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors on vous connaît comme journaliste à C'est à vous, évidemment, chez nos confrères de France 5, France Inter également, la radio du service public. Et vous écrivez ce livre qui a pour titre « Les mystificateurs, à quand un vaccin contre les gourous de la science ?» C'est aux éditions Flammarion. D'abord, peut-être en quelques mots, pourquoi ce livre ? C'est venu d'une réflexion à la sortie de la crise Covid, où j'avais envie d'écrire, enfin c'est parti d'un documentaire télé, d'écrire sur le Covid et Raoult, mais sans forcément parler de Raoult, parce qu'on avait un peu épuisé le sujet. Mais en travaillant au fil des chroniques que je faisais pour C'est à vous, je me suis rendu compte qu'il y avait dans notre histoire des sciences, comme ça, des mystificateurs qui utilisaient un peu les mêmes ressorts. Et avec beaucoup de points communs, les arguments d'autorité, l'ingérence du politique, parfois des liens d'affaires, comme on vient d'en parler avec Andrew Wakefield. Alors Robert Kennedy disait qu'il n'y a pas de lien entre le VIH et le sida. Vous nous en avez retrouvé une autre, c'est dans les années 1980, 85 pour être précis, la controverse de la cyclosporine, présentée comme un médicament miracle face à cette maladie, à l'époque, qui on le rappelle est une pandémie, le sida. Absolument. Alors ça a été une polémique assez brève, mais on voit ce que peut donner des scientifiques reconnus. C'était des médecins de Necker, vous les connaissez, Agnès Buzyn forcément, avec Philippe Evin, qui sortent de leur domaine de compétences et qui s'assoient sur tous les protocoles scientifiques pour tester très vite un produit dont on pouvait penser qu'il avait une efficacité sur les malades du sida, et puis encouragés par le pouvoir politique de l'époque, et en l'occurrence par le cabinet de la ministre de la Santé, Georgina Dufoy, qui communique très vite alors que le produit est à peine testé sur 2 patients malades du sida, dans un contexte de détresse absolue. C'est-à-dire que les médecins, les équipes médicales voyaient mourir des patients sans pouvoir leur porter secours. Patrick Cohen, vous évoquiez le Covid. Je vous propose de revenir quelques années en arrière. On est il y a un peu plus de 6 ans, très exactement. Près de 5 milliards de personnes confinées. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 7 millions de morts à ce jour. Une pandémie qui a été, je vais vous poser la question, oui ou non, un point de bascule, on va le voir. Mais d'abord, regardez comment nous, sur TV5 Monde, nous en parlions de ces infox. Regardez, écoutez. Les théories les plus folles circulent sur la manière de combattre le virus du Covid-19. Non, le fenouil, l'ail ou le foie de bœuf ne sont pas des remèdes efficaces. Boire de l'eau toutes les 15 minutes non plus. Autant de substances citées par des utilisateurs de Facebook et de Twitter dans des publications largement partagées. Celle-ci parle carrément de cocaïne, en s'appuyant sur ce qui semble être une capture d'écran d'une chaîne d'information anglophone. C'est pourtant un trucage très simple à réaliser. Il existe une application spécialement destinée à créer ce genre de fausses images, 2 lignes de texte, une photo à charger, et hop, voilà l'infox prête à circuler. Les scientifiques le confirment, cette drogue dure n'est pas efficace contre le coronavirus. Voilà, récit signé Antoine Fontenot, Thomas Huchon. La pandémie de Covid-19, c'est le point de bascule de la désinformation selon vous, en santé ? C'est le point de bascule déjà dans notre ressenti. C'est un moment où il y a un sujet qui nous touche tous. Et donc, comme on l'a dit, sur lequel on va tous chercher à s'informer. Et après, on a des chiffres qui le montrent. C'est-à-dire que pour avoir essayé d'observer la désinformation et l'audience des différentes théories du complot depuis 5 ans, donc sur la période 2020-2025, c'est 15 milliards de vues pour les fake news en français au cours des 5 dernières années. Pour les infox, pardon, excusez-moi. Et la question du Covid, c'est une fake news sur 3. C'est 5 milliards de vues pour la désinformation sanitaire. Donc c'est vraiment le sujet le plus fort en matière de désinformation. Une infox sur 3 qui a circulé dans l'espace francophone au cours des 5 dernières années, eh bien ça concerne exactement ces sujets-là. Donc je crois que ça montre ce point de bascule et ça montre aussi une bascule dans les pratiques des gens. On n'a jamais vu autant de gens refuser la vaccination que pendant cette période-là. Et donc je crois que ça montre qu'il y a une question
Alors virtuelle, justement, ouais. et il y a une question réelle. Justement, Agnès Buzyn, je me tourne vers vous. Vous étiez ministre des Solidarités et de la Santé en France. Alors, je précise qu'il y a eu un non-lieu prononcé contre les deux têtes de l'exécutif, contre le Premier ministre Édouard Philippe et contre Olivier Véran, à l'époque ministre de la Santé, après vous, et contre vous-même. C'est la Cour de justice de la République. C'était une enquête concernant la gestion de cette crise Covid-19. Mais moi, je me mets tout de même à la place. Vous parliez Patrick Cohen, du sida, comment tout le monde était démuni, désarçonné. Là, on a un nouveau vaccin qui arrive vite, un nouveau à ARN messager. Est-ce que c'est pas plus normal de douter, de se poser des questions à l'époque sur ça? Oui, alors je n'étais pas ministre à ce moment-là, mais c'est intéressant parce que de quelle maladie avons-nous parlé depuis le début? Ouais. Nous avons parlé du sida, nous avons parlé du coronavirus, de l'autisme et un autre domaine de désinformation, c'est le cancer. Donc en fait, ce sont des maladies qui font peur, pour lesquelles tous les mécanismes sous-jacents ne sont pas forcément connus, encore que maintenant sur le VIH ça l'est. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un moment de cristallisation de la peur où on est beaucoup plus susceptible d'aller chercher des solutions miracles, d'aller entendre des gourous dont parle Patrick Cohen. Et donc, ça n'est pas anodin. On ne parle pas... Il n'y a pas beaucoup de désinformation sur la grippe ou sur l'eczéma de la main, vous voyez. Ouais. Il y a de la désinformation sur des pathologies qui angoissent le monde. Regardons sur cette période propice à la désinformation, regardons ça ensemble. La 5G propage le virus, les vaccins tuent massivement, les vaccins modifient l'ADN. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi. Les masques sont inutiles, on en parlait. L'hydroxychloroquine, Patrick Cohen, vous en parlez dans votre livre, est un traitement miracle caché et le virus a été volontairement fabriqué. Patrick Cohen, vous vouliez dire? Oui, alors attendez, le virus volontairement fabriqué, sûrement pas, mais enfin, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire chinoise, elle reste sur la table et elle est examinée par des gens très sérieux. Oui, il faut voir que dans une partie des messages qui sont donnés, c'est une façon de diffuser des ondes positives. Le Covid qui nous tombe dessus sera l'infection respiratoire la plus facile à traiter par un médicament d'un coût très modique, c'est l'hydroxychloroquine. Le sida, on va arriver à le soigner, c'est la cyclosporine. Les blés vont pousser, on va réduire les famines en Union soviétique grâce à des méthodes nouvelles qui délaissent la génétique science bourgeoise. C'est Lysenko, c'est un chapitre du livre, etc. Le seul, finalement, le plus anxiogène, là, ça reste Wakefield dans ces histoires-là. Dont vous parlez également, oui. Puisque c'est le vaccin contre la rougeole qui donnerait l'autisme aux nourrissons, aux jeunes enfants qu'on vaccine. Mais Agnès Buzyn, je reviens sur le vaccin ARN messager. Comment, quand on est aux affaires, quand on est au ministère, dans un gouvernement, on fait pour rassurer alors qu'on entend dire que finalement c'est trop rapide, qu'il n'y a pas de randomisation, ce mot qu'on a beaucoup entendu. Comment on fait? Donc, je n'étais pas ministre, mais je peux tout à fait assumer en tant que... Vous pourriez le redevenir, après tout. Non, et puis j'aurais pu l'être. C'est vrai que c'est un nouveau vaccin et que je comprends une inquiétude, elle est légitime. Et donc, comment est-ce qu'on éteint quelque part cette inquiétude? C'est en faisant des essais cliniques sur des très grands nombres de sujets pour vérifier l'innocuité. Alors, avec la limite qu'effectivement, on n'a pas un recul énorme. Et il faut le dire aux gens. Donc, il y a une prise de risque. Il y a toujours une prise de risque, mais c'est vrai avec les anti-GLP-1 pour traiter le diabète aujourd'hui, ou traiter le surpoids. Dès que vous utilisez un médicament qui est récent, vous avez des certitudes sur son innocuité dans une période courte, parce que là, les tests sont faits. Mais qu'est-ce que donnera ce médicament 20 ans ou 30 ans plus tard? Aujourd'hui, personne ne peut le savoir pour tout nouveau médicament. Pour l'ARN messager, il faut savoir qu'il était quand même étudié aux États-Unis, notamment par l'équipe de Moderna depuis les années 2010. Donc il y avait eu quand même des essais. Et puis, à un moment, cette prise de risque, c'est aussi ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. Quand vous avez des millions de personnes qui vont mourir parce que ce virus tue à peu près 1% des gens, notamment les personnes âgées en surpoids, et que vous avez un vaccin qui évite la forme mortelle, il n'évite pas la contamination, elle évite de mourir. Bon, vous prenez ce risque parce que, somme toute, vous allez sauver des vies. Et donc, il y a eu des études qui ont modélisé le nombre de vies sauvées en France. En France, les vaccins ont sauvé autour, je crois, de mémoire, je crois que c'est une étude de l'INSERM, 300 ou 400 000 vies
à peu près 300 ou 400 000 vies, c'est pas rien. Et à l'échelle du monde, ce sont des millions et des millions de vies. Des millions à l'échelle. Revenir, là, le vaccin, j'arrive dans le domaine du médicament, donc dans mon domaine d'expertise, j'essaye de rester dans mon domaine. On n'a jamais vu un essai clinique sur les vaccins aussi gros, aussi énorme, aussi massif, avec 40 000 personnes qui ont été traitées. Ouais. C'est impossible, c'est le débarquement de Normandie, cette mise en point du vaccin. Donc on ne dise pas que ce vaccin n'a pas été étudié. On était capable déjà, à son lancement, d'être capable de prédire des risques qui étaient un cas de risque maladie grave sur 10 000 quasiment. C'est-à-dire c'est déjà très faible. Donc quand on l'a mis sur le marché, on avait déjà une grande certitude qu'il y avait peu de risques d'avoir des maladies graves avec. Mais bien sûr, pour ça, derrière, il y a la pharmacovigilance. La pharmacovigilance est là, surveiller comme le lait sur le feu ces vaccins. Je vous rappelle, on a arrêté les vaccins AstraZeneca avec 9 décès. Alors ça peut vous sembler énorme, mais il faut voir les millions de personnes qu'on avait, 9 sur des millions. Il y avait des vigiles, il y avait des contrôles, vous nous dites. On a arrêté très vite, heureusement, alors, il y a eu un signal. Ce signal a fait dire que c'était chez les plus jeunes et qu'il fallait mieux utiliser ce vaccin chez les plus âgés. Et on est continué avec cette vaccination chez les plus âgés. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait 600 morts par jour. 600 morts par jour de la Covid. Ce n'est pas une fake news que la maladie, c'était une maladie qui tue. Dans les hôpitaux, on était débordés. Heureusement qu'il y a eu les confinements. Dans les hôpitaux, on avait des camions frigorifiques qui servaient de morgue parce qu'on ne savait plus où mettre les patients qui décédaient. On oublie ça. Ouais. C'est vraiment, il faut revenir sur les faits. Donc effectivement, prendre un risque. Le risque, on l'a pris. Sur les vaccins ARN, je répète, je n'ai aucun lien d'intérêt avec les vaccins et traitements antiviraux. Je préfère le dire tout de suite, financiers ou même qui que ce soit. Les vaccins ont sauvé des vies, des centaines de milliers de vies en France, et il n'y a pas eu un seul mort attribuable au vaccin ARN, n'en déplaise aux ceux qui font de la publicité, qui gagnent beaucoup d'argent sur cette désinformation. À la suite d'une prouesse scientifique sans précédent. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a mis au point un remède de cette nature capable de stopper une pandémie mondiale en quelques mois. Et le paradoxe, c'est que c'est le moment aussi d'une grande offensive anti-science. Absolument. Et j'ai une petite vidéo pour vous juste après, allez-y. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que dans un cas comme ça, il faut soigner, il faut convaincre. Et en réalité, le cerveau humain, il fonctionne un peu bizarrement. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie argumentative. Si je veux vous convaincre d'aller vous faire vacciner, il faut que je lève 100% de vos doutes pour que vous y alliez. Par contre, si je veux vous empêcher de vous faire vacciner, il suffit d'1% que je vais mettre dans votre tête et vous n'irez jamais vous faire vacciner. Et c'est là qu'il y a une forme d'inégalité dans le combat pour convaincre. Et bien en fait, ceux qui sont sérieux, vous voyez bien, ils ne veulent pas répondre aux questions sur lesquelles ils estiment qu'ils n'ont pas de compétences. Ouais. Je vous garantis, Ce qui n'est pas le cas de tous les experts. il a beaucoup plus de compétences dans les domaines sur lesquels il ne veut pas s'exprimer que tous les gens qui vous parlent toute la journée de remèdes miracles qui n'en sont pas. Alors un exemple. Le doute instillé, c'est un poison, et c'est un poison lent qu'il est très difficile d'éradiquer ensuite. Wakefield, c'est 98 à Londres. Eh bien, on en voit les effets aujourd'hui aux États-Unis, presque 30 ans après, parce qu'il s'est exilé aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne, il en reste encore quelque chose. Et pour revenir sur l'ARN, j'avais une infirmière de bloc opératoire qui ne voulait pas se faire vacciner. Le chirurgien m'a appelé en disant « Mathieu, c'est quelqu'un de formidable, il faut absolument que tu la convainques. » Je lui ai dit « Écoute, tu as fait venir, si elle veut bien, je vais lui discuter avec elle. » ARN acide ribonucléique, on ne l'a pas encore dit. Ce n'est pas l'ADN acide désoxyribonucléique. Ça m'a pris 1 heure. 1 heure pour l'écouter, pour comprendre quels étaient les mécanismes. Et elle a fini par me dire « Mais pourquoi est-ce qu'on nous injecte un ARN ?» Je lui ai dit, mais parce que le vaccin, il vous injecte un ARN. Elle est tombée de sa chaise. Elle n'avait pas réalisé, alors qu'elle travaillait dans un milieu médical, que le virus, c'était un ARN. Un ARN beaucoup plus long, 16 protéines, qui se répliquait, qui se multipliait, qui allait de cellule en cellule, alors que le vaccin, il prenait que l'ARN d'une protéine et ne se multipliait pas. Quand elle a réalisé qu'en fait, le vaccin, comme souvent, reproduit la maladie à minima, elle a fini par se faire vacciner, sans que je la forçais quoi que ce soit, 15 jours plus tard. Et c'est de la désinformation. Vous voyez, il a fallu 1 heure. Mais on ne peut pas prendre, et malheureusement, 1 heure avec chaque personne qui a été désinformée, alors qu'ils font ça de manière industrielle, la désinformation. Beaucoup plus près de nous, messieurs, dames, il y a la méningite, vous avez sans doute suivi, entre le 5 et le 7 mars. Ça se passe dans une discothèque en Angleterre. 2 morts, une vingtaine de cas, 1 cas en France. Pas de mort en France, mais sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être tombé sur cette infox, cette vidéo concernant précisément la France. Regardez, écoutez bien. Dès demain,
midi. Et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. À partir de minuit, un confinement sera instauré sur tout le territoire français à cause des cas de méningite en France. Selon plusieurs sources, les autorités auraient pris une décision d'urgence face à une hausse jugée inquiétante des contaminations sur le territoire. Les cas se multiplieraient rapidement, mettant sous pression les services hospitaliers et déclenchant une réaction immédiate du gouvernement. D'après ces informations, un confinement strict entrerait en vigueur dès cette nuit. Voilà, vidéo qui fait suite donc à cette épidémie de méningite en Angleterre qui a eu lieu du 5 au 7 mars dernier, donc 2026. Thomas Huchon, quelles sont les règles de décryptage d'une telle vidéo? Comment fait-on? Déjà, quand quelqu'un vous dit qu'il y a plusieurs sources mais qu'il n'en cite aucune, je ne suis pas certain qu'il faut aller beaucoup plus loin que tout ça. Ouais. En fait... Après, ça ne tient pas debout parce que la méningite, c'est aussi Alors, contagieux voilà, donc il y a moins de contagieux. On pourrait passer un long moment, Enfin, mais bon, déjà, si on peut donner un conseil très simple aux gens, c'est que quand on vous dit « j'ai plusieurs sources », lesquelles hashtag ma grand-mère, non, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Donc, il y a un moment où la vérification d'informations, mais il faut aussi quand même que les Français le comprennent. En réalité, journaliste, c'est un métier. Oui, non, mais à un moment, c'est un métier. Donc ça veut dire que les professionnels de l'information... Mais pour le commun des mortels, c'est pas facile de trouver les sources, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tous devenir des fact-checkers et des journalistes d'investigation. C'est pas comme ça que fonctionne notre pays. Moi, quand je suis malade, j'appelle un médecin. Quand je veux manger du pain, je vais à la boulangerie. Je ne peux pas, dans la même journée, faire du fact-checking, opérer à cœur ouvert et fabriquer du pain. C'est pas possible. On est dans une société de la délégation. Et là où on a un problème, c'est que cette délégation qui fonctionne, eh bien, en réalité, elle repose sur la confiance. Et comme cette confiance est attaquée et qu'elle est quelque part entachée par des gens qui mentent et qui disent n'importe quoi, eh bien, c'est tout notre système qui est en train de D'où l'importance de la formation, de l'éducation aussi. Alors, il y a un pays, c'est la Finlande, qui fait figure de modèle en Europe. Dès le plus jeune âge à l'école, on apprend à avoir des réflexes, entre guillemets, d'autodéfense face à de telles vidéos. Agnès Buzyn, ensuite Mathieu Molimar, sur cette question de la formation, on a l'impression qu'on parlait de littératie, qu'il y a un déficit en termes de connaissances, y compris pour nous, peut-être, on en parlera avec Patrick Cohen, chez les journalistes, dans les médias. Alors, oui, j'enseigne pas mal en école de journalisme, et je sens une certaine réticence aussi à entendre ce qu'est un fait scientifique par rapport à des idées préconçues que peuvent avoir certains jeunes. Donc on voit bien que même déjà à 20 ans, quelque part, on est déjà déterminé avec parfois des idéologies et des idées préconçues qui circulent. Donc il y a des pays qui forment beaucoup plus tôt que nous à l'esprit critique. Je dirais que s'il y a un signal d'alerte, qui doit vraiment, pour chacun, être un moment où on se dit peut-être je me fais manipuler, c'est si on utilise sur les réseaux sociaux quelque chose qui vous fait peur et qui vous crée de l'émotion. La science, c'est neutre. Ça ne doit pas déclencher ni de la colère, ni de la peur, ni de l'indignation. Quand vous avez ce ressort-là, c'est que probablement, on essaie de vous emmener quelque part. Et vous dites que celles et ceux qui essayent de nous emmener quelque part, comme la personne que l'on vient d'entendre, vous dites qu'en fait, elle veut jouer un rôle, exister, être acteur de quelque chose, en fait. Absolument. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est de comprendre les mécanismes de la désinformation. Il y a des gens qui en font un business. Il peut y avoir des intérêts financiers, quasiment derrière. Il y a la déstabilisation des pays, il y a la mésinformation, c'est-à-dire des gens qui, sans le vouloir, vont propager des mauvaises informations. Et on se rend compte, et c'est des études qui ont eu lieu aux États-Unis, que les gens ont juste envie d'être acteurs de l'information. Ils voient des choses circuler, ils s'en emparent sur ce théâtre qu'est... et une fausse nouvelle circule 6 fois plus vite qu'une information avérée. Alors Mathieu Molimar, tout le monde connaît, et tout à l'heure on va en parler, c'est une petite surprise, vous verrez, du Nutri-Score, vous verrez pourquoi du Nutri-Score, mais vous êtes pour un infoscore. Vous avez, dans votre rapport national en France, préconisé un infoscore. C'est quoi un infoscore? En fait, le problématique, c'est que les gens sont perdus entre les vraies et les fausses nouvelles. L'infoscore, c'est évaluer la qualité
éditoriale, j'insiste, c'est-à-dire la manière de produire l'information. Ce n'est pas une qualification de l'information. C'est un score qui va permettre de voir est-ce qu'il y a une gestion des liens d'intérêt, est-ce qu'il y a un conseil scientifique, les sources, quelles sont les sources, est-ce que c'est avec des sources qui sont validées, dans des revues qui sont de qualité, on a la liste des revues qui sont faites par les facultés de médecine. Voilà, avoir tous ces éléments. Est-ce qu'il y a des corrections quand il y a des erreurs? Bref, quelle est la qualité éditoriale? Et si vous avez une publicité après chaque page, on peut dire que la qualité elle est moins bonne que si c'est un financement qui est transparent, institutionnel ou autre. Si vous avez un conseil scientifique, ça sera meilleur que si c'est une personne toute seule qui, dans son coin, fait son truc. Et vous pouvez voir à ce moment-là un score qui va de A à E. Quand je vois un article scientifique, je ne vais pas regarder le résultat, moi. Je vais regarder la méthode. Est-ce que la méthode a été bien faite? Il y a un tirage au sort? Est-ce qu'il y a une gestion des liens d'intérêt, etc. Et après ça, je vais regarder le résultat. Il est ce qu'il est. Des fois, il n'est pas cohérent avec la littérature. Parfois, il est intéressant et nouveau. Mais je regarde la méthode. C'est ça qui m'intéresse. La méthode, c'est la même chose. Et un observatoire, c'est ce que vous proposez aussi vraiment. Alors, il faut un observatoire de l'information, parce qu'on a des gens extraordinaires en France, des fact-checkers, des journalistes, des gens des sociétés savantes, des gens qui produisent de l'information de qualité, mais qui ne sont pas visibles. À vrai dire, premier numéro sur TV5 Monde, nouvelle émission consacrée à la lutte contre la désinformation. C'est une émission exceptionnelle.